Bonjour à tous, on va attendre que les quelques derniers participants se connectent avant de démarrer cette webconférence donc, sur le Sahara. Thibaut, donc à ma gauche, oui, alors à Bonjour. l'écran ça fait droite, est avec moi. Donc, comme vous devez le savoir pour ceux qui nous suivent de près, donc, il m'aide dans tous nos départs Sahara. Il a d'ailleurs accompagné une grande traversée de la Mauritanie. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, moi, je suis Eric Bonnem, fondateur de Secret Planet, et je me suis occupé longtemps, et je continue d'ailleurs, mais avec l'aide de Thibaut maintenant, donc du Sahara. Donc, le Sahara qui a une géopolitique qui s'est terriblement compliquée en 2011, comme vous le savez, avec les révolutions arabes. Depuis, nous, on a essayé de naviguer, de continuer nos départs autant que faire se peut. Les pays sont ouverts, fermés. Bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Covid a aussi eu un impact, notamment sur l'Algérie, sur les vols algériens, puisqu'il était impossible de trouver des vols l'année dernière. Mais bon, tout semble à peu près rentrer dans l'ordre comme pré-Covid, je dirais. Et donc, finalement, il n'y a pas eu, alors que le monde et la géopolitique mondiale est quand même très, très compliquée, notamment évidemment avec l'Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Côté Sahara, ça n'a pas empiré. Voilà, on peut même leur dire qu'il y a du mieux, oui, mieux par rapport à l'année dernière en situation de Covid. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de dégradation. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est un peu comme chaque année pour préparer la saison, pour que vous puissiez savoir où nous en sommes et quelles sont nos nouveautés, de passer les pays un par un, en commençant par ceux qui sont en zone rouge du MAE. Et voilà, Thibaut et moi, donc on va vous décrire tout ça. Voilà, bon, alors on va commencer par les plus faciles, hein, enfin en tout cas les plus courts. Bon, la Libye, bon, pas besoin de dire grand-chose sur la Libye, sauf que ça a été un des grands pays de Taméra. Au moment justement où Taméra s'est fondé, je radote un peu, donc pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, ça ne va pas être passionnant. Donc, je vais faire très, très court, mais en gros, en 1994, quand Jacques Châtelet, donc le fondateur de Taméra, a lancé le tour opérateur, il s'est retrouvé avec la fermeture de l'Algérie. C'était la fameuse décennie noire. Et donc, il a fallu qu'il trouve des solutions, puisque lui, c'était un grand spécialiste du Sahara. Et donc, ça a été un des premiers acteurs à aller en Libye. Donc, la Libye nous a sauvés, d'une certaine manière, juste après notre naissance. Et donc, on y a été très, très attachés. On a fait très, très belles choses jusque dans les années 2000. Et puis, évidemment, à partir de 2011-2012, c'est devenu inaccessible. Donc, un petit coup sur le site du MAE, donc Conseil aux voyageurs, histoire d'avoir un très, très beau rouge partout. Donc, évidemment, impossible d'y aller. Pour votre information quand même, et vous le savez, l'Algérie est là où on va, nous, côté Tadrar, on est très, très proche, hein, évidemment, du Sahara, de la Libye. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est la Libye. Côté Niger, même combat, ça c'est depuis l'enlèvement d'Areva. Là aussi, le Niger, une grande histoire, passion, d'amour même, avec ce pays. Et on est tous évidemment très tristes de ne pas pouvoir y retourner. Comme vous le savez, voilà, il est absolument fermé, inaccessible. Et d'ailleurs, c'est un peu lui aussi qui ferme du coup toute la zone qui est proche Mali et Niger du Grand Sud algérien côté Tamanrasset, hein, puisque j'anticipe un peu ce qu'on va dire sur l'Algérie, mais effectivement, l'Algérie côté Tamanrasset n'est pas accessible. Non pas qu'elle soit en zone rouge, elle l'est un peu à la limite, mais ça, c'est pas trop ce qui nous dérange, mais c'est qu'en fait, il est impossible d'y mener des treks de façon sereine parce que l'armée ou la police est capable de vous interdire de partir en trek une fois descendu de l'avion. Donc, ça nous est arrivé une fois en 2015 et évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Heureusement, les personnes avaient réussi à les faire partir sur les tests Nager, donc du côté de Janet, ce qui fait que ça leur avait gâché peut-être une journée au début du programme, mais globalement, ils avaient quand même pu passer un temps assez fabuleux dans ce Grand Sud algérien, mais pas du côté de Tamanrasset. Bon, le Mali, je crois qu'on va passer très vite. Le Mali, qui a d'ailleurs du coup un impact sur le Burkina Faso, évidemment, qui était aussi un des pays avec le pays d'Ogon que vous connaissez pour les plus anciens d'entre vous, et qui donc là également n'est plus accessible.
Voilà, donc on va parler de ce qu'il est, de ce qui est accessible, et on va commencer par l'Égypte. Alors, ce que j'aurais pu peut-être dire quand même en introduction aussi, c'est que si vous avez suivi notre actualité, vous savez que nous sommes plutôt très engagés dans tous les sujets donc, de développement durable. On avait lancé il y a maintenant c'est en 2018, donc il y a 4 ans, une charte du développement durable qui a trait à plusieurs sujets, qui sont la préservation de la biodiversité, l'eau, les déchets, évidemment le respect culturel, le respect des cultures et l'équité sociale, et également un autre sujet sur lequel on a assez peu de prise, que sont les émissions carbone, puisque vous savez que 85% en fait, de nos émissions carbone sont liées au vol international. Depuis à peu près la même période, depuis 4 ans, donc on s'est engagé sur la communication de notre empreinte carbone pour chacun de nos voyages, que vous avez dû voir. Et bon, le communiquer, c'est bien, mais essayer de prendre des décisions et de faire évoluer notre trajectoire là-dessus, c'est mieux. Et donc, on a décidé, et on doit peut-être les seuls en France, peut-être même les seuls au monde, nous avons décidé de réduire nos émissions carbone de 5% par an d'ici, donc annuellement, hein, donc jusqu'à 2030. Et puis à partir de 2030, on verra. Tout ça donc dans la droite ligne des accords climat de Paris, qui visent une neutralité carbone. Bon, on va répondre à vos questions là-dessus, ou ça fera peut-être l'objet d'une autre webconférence. Donc neutralité carbone à 2050. Voilà. Donc on s'est engagé là-dedans, et ça a eu un impact qui vous intéresse, vous, sahariens, ou intéressés par le Sahara, c'est qu'on a arrêté tous nos programmes inférieurs à 14 jours partout dans le monde, et également donc, dans le Sahara, puisqu'on se rend compte que le Grand Sud algérien, notamment Djanet ou Tamanrasset, sont à 3500 km de chez nous, et que donc ce sont des vols importants et assez émetteurs de CO2. On est, je crois, de l'ordre de 900 kg, enfin pas loin d'une tonne de CO2 par vol. Et donc, on estime qu'à ce coût de CO2, si je peux dire, ce coût d'émission de CO2, on peut plus se permettre de faire des voyages de 8 jours. Et ça va aussi pour la Mauritanie, on voit sur la carte, et pour le Maroc également. Voilà, donc on n'a plus de voyages en 8 jours, donc on a des voyages en 14-15 jours. Et évidemment, dans notre tradition, on se concentre aussi, enfin on développe aussi les grandes traversées, puisque ça c'est vraiment la touche de Tamera, vous le savez depuis très longtemps, et donc on a des programmes que l'on propose sur 3, 4, 5 semaines, on va vous en parler. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Égypte notamment était sur 11 jours jusqu'il n'y a pas très longtemps, pour en tout cas la remontée du Nil entre Luxor et Assouan. On a donc accru le contenu de ce voyage pour le passer en 14 ou 15 jours, d'ailleurs je ne me souviens plus. Donc voilà, pas grand-chose à dire en termes de programmation sur l'Égypte. Là, on voit donc nos chers amis du MAE qui nous montrent effectivement la Libye à gauche. C'est aussi un petit peu en territoire d'ailleurs égyptien. Mais donc peut-être la seule nouveauté, c'est que depuis l'année dernière, le désert blanc est de nouveau accessible. Voilà. Il avait été fermé de mémoire il y a 3-4 ans, d'ailleurs on y était à ce moment-là. Et quelques semaines après, des Mexicains se faisaient exploser par l'armée égyptienne. C'était des touristes et ils avaient été pris pour des terroristes. Donc du coup, ils ont fermé le désert blanc. Et ils l'ont réouvert il y a 1 an, je vous rassure, avec toute la sécurité. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces concrétions calcaires qui sont absolument merveilleuses, ce sont des espèces de champignons. On peut ajouter donc à notre classique, je dirais, Le Caire, Luxor, Assouan en Felouk privatisé. On peut ajouter ce désert blanc pour 1 ou 2 jours. De là à faire des treks d'une semaine, ça nous semble un peu trop long, compte tenu de la faible taille de cette zone, et sachant que, comme vous le voyez, on ne peut pas aller beaucoup plus à l'ouest ou beaucoup plus au nord-ouest, donc on ne peut pas faire traversée qui passerait par le désert blanc et qui continuerait vers la Libye. Voilà, donc ça c'est pour l'Égypte. Le Soudan. Oui, le Soudan.
le Soudan, Oui. c'est moi qui en parle. Oui. Donc, le Soudan, c'est ma collègue Nawar, notre collègue Nawar qui s'en occupe. On ne doit pas être très nombreux à faire le Soudan et elle a eu beaucoup de succès avec un programme qui part de Khartoum et qui va vers Méroé, donc entre culture et archéo. Très beau voyage. L'année dernière, il y a eu un coup d'État, comme vous le savez, un coup d'État militaire qui du coup nous a stoppé dans la mise en place de groupes. Et là, cette année, ça redevient possible. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez et on vous met en contact avec Nawar qui vous parlera beaucoup mieux que moi de son programme. D'ailleurs, Nawar aussi qui s'occupe de l'Égypte. La Tunisie. Alors la Tunisie, c'est un désert, c'est Grand Terre oriental, c'est un désert un peu particulier. Particulier pourquoi? Enfin, pour les Sahariens qui ne jurent que par les Tassili du Grand Sud algérien ou du sud-ouest libyen ou de l'Ennédi, c'est vrai qu'on est dans un désert de dunes, de petites dunes qui succèdent à l'infini, qui a un charme incontestable, et d'autant que l'équipe tunisienne est une super équipe. Donc, voilà, donc c'est pas effectivement le plus prisé des desserts, mais voilà, c'est un désert qui appelle à la communion avec les éléments. C'est des dunes comme ça à l'infini. On a donc un grand classique en 15 jours qui va vers ce qu'on appelle le lac Chau, qui est au sud. Voilà, ici au sud de 12. Et puis ce qu'on avait, et ce qui revient probablement, enfin pas probablement, certainement possible, toute la zone au sud de 12 était rouge. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Libye, l'Algérie. Et en fait, elle s'est quand même sensiblement élargie. Comme vous nous connaissez, vous savez que nous, en zone jaune, ça ne nous pose pas de problème. Enfin, à partir du moment où on a une maîtrise de terrain, ce qui est évidemment le cas dans un certain nombre de pays, et ceux dont on vous parle maintenant. Orange, ça va. Rouge, bon, on se méfie quand même un petit peu, d'autant qu'ici, on voit bien que, excusez-moi, il y a un entonnoir entre Algérie et Libye. Mais disons, toute cette zone-là peut nous permettre de faire une grande traversée assez belle, donc vers le sud. Et donc, on va la remettre en place. Elle existait. On allait même jusqu'au sud, Barj el-Khali, ici. Voilà, mais donc on n'ira pas jusque-là, mais on peut faire une assez belle traversée. On va la mettre en place dans les semaines qui viennent. Et pour le reste, donc, le Grand Erg, enfin plutôt le trek en randonnée chamelière vers le lac Chau, qui est notre classique. Le Grand Sud algérien. C'est toi qui en parle? Oui, je peux. Allez. Toi, mais... Non, vas-y. Alors, comme nous disait Eric, le Tamera s'est construit sur l'Algérie. On a toujours le même partenaire, notre ami Abdelkader. Donc, c'est tout autour de Janet qu'on fait des treks de 4 à 5 heures de marche par jour, notamment, comme vous pouvez voir, autour de Janet, où il y a la zone de plus à l'ouest de Dider. Et ensuite, on descend sur Essendilène, puis sur la Tadrat la Rouge, qui a la particularité d'avoir beaucoup de peintures rupestres et le sable d'une couleur orange et rouge. Donc, on peut vous passer un film de Louis-Marie Blanchard, qui est un client journaliste de longue date, qui fait des films, souvent des petits films. On va vous passer un petit film vous montrant des images de la Tadrat. On peut même dire qu'il est guide, oui, d'ailleurs. Il a été longtemps guide accompagnateur et écrivain. Oui. قلت لي غدان النوبلي لنمارس الدنيا هركوك تموتي مارس الدنيا هركوك تموتي قلت لي غدان النوبلي لنمارس الدنيا هركوك تموتي مارس الدنيا هركوك تموتي
استوسد تغاسي لا درهنن تركو كوساس لا درهنن تركو كوساس لا تبغي بدان النوفلي بلس الدنيا beaucoup d'émotions quand même en regardant ces images. Voilà, bon, vous n'avez pas prévenu que ça dure à peu près 5 minutes, mais je pense que voilà, vous n'êtes pas ennuyé. On revient à notre partage d'écran et la présentation. Il est là, merci. Voilà, donc quoi de neuf sur l'Algérie? Donc l'aérien déjà, donc l'année dernière, pour une raison
qui était plus géopolitique d'ailleurs, et puis aussi pour le moment économique pour les compagnies aériennes, pour l'Algérie en particulier. Les vols étaient intouchables, c'est-à-dire qu'on était à 1 000 € le vol entre la France et l'Algérie. Donc, autant dire que c'était même pas la peine d'espérer faire des voyages. Voilà, là, on est revenu à des prix qui sont plus normaux, un peu plus chers quand même que pré-Covid, mais ça, c'est vrai pour tout l'aérien, pour tous les pays du monde, et ça, vous avez dû vous en rendre compte vous-même. Voilà, donc petite augmentation des vols, mais on est revenu plus ou moins dans la normale. Thibaut donc, a développé donc, un programme dans une partie de la Tadrart, en fait, où on allait assez peu. Donc, on a appelé la Tadrart oubliée, où on n'allait d'ailleurs même pas. Et l'étendue de cette partie de la Tadrart fait que on l'a construit en trek assez engagé, puisqu'on est de l'ordre de quoi? De 7 heures de marche par jour. C'est ça, 7 heures de marche par jour, quand on est plutôt entre 4, 5, parfois 6 heures, selon les programmes de marche quotidienne. Voilà, donc ça, c'est la Tadrart oubliée que vous pouvez retrouver, c'est un 15 jours. Et puis, évidemment, on a travaillé l'ensemble de nos programmes entre l'ouest et l'est de Janet pour vous proposer des 3 semaines qui vous permettent d'avoir un aperçu, voilà, une immersion totale dans cette magnifique région du monde où il y a toujours très, très peu de monde, en tout cas jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est l'Algérie. On va regarder pour se mettre en plein écran. Alors, je pense qu'eux, ils sont en plein écran, mais nous, non. Tu vois, parce que comme ça... Ah oui, ah non, tu veux dire en plein écran, pardon. Oui, mode plein écran. Oui, merci. Voilà, c'est mieux, effectivement. Maroc? Le Maroc. Allez, je te laisse en parler. Donc, comme vous pouvez voir, le MAE conseille le Maroc. Et pour cette prochaine saison, nous mettons en place une grande traversée du Maroc. C'est une traversée qu'on met en place avec notre guide Pierre Martin. Peut-être que certains le connaissent. Et c'est une traversée qui durera 3 mois, d'avril à juin. Et elle partira de Essaouira, du côté atlantique. Je vais vous montrer, voilà. Et pour rejoindre Midelt, qui est plus au sud de Fès. Donc, c'est une traversée sur 3 mois qui nous permettra de faire la traversée du Haut Atlas central. Ensuite, non, avant le Toubkal, excusez-moi. Puis ensuite, la traversée du Haut Atlas central pour rejoindre Fès, Midelt et Fès. Donc, ça sera un voyage assez engagé où on suivra des crêtes. Mais après, il y a aussi des ascensions qui peuvent être optionnelles. Donc, c'est variable entre les 4 heures de marche par jour et jusqu'à des journées à 8 heures de marche par jour. Ce que j'ajouterais peut-être là-dessus, c'est que, bon, comme vous le savez, on est peut-être les seuls au monde d'ailleurs à réussir à faire partir cette fameuse grande traversée du Népal, hein, qui est d'ailleurs en cours, qui part en général en fin juillet, début août, et qui traverse d'ouest en est le Népal, 1500 km, et qui arrive au bout de 5 mois. Donc vers le Kanchenjunga, voilà, donc début décembre. Donc là, on a décidé de se lancer aussi dans une grande traversée au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est moins loin et qu'avec effectivement Pierre Martin, qui est un grand spécialiste de cet endroit, on a pensé qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel à faire. Alors nous, comme on est très ambitieux, vous le savez, on s'était dit, bon, on ira d'Essaouira, grande traversée du Haut-Atlas et jusqu'à Tanger, mais faire ça sur une année, enfin faire ça d'une seule traite est très compliqué à cause de la météo. C'est-à-dire qu'évidemment, on passe à travers plusieurs saisons et certaines ne sont pas compatibles. Donc, en fait, on va faire Essaouira-Midelt et l'année prochaine, sur 3 mois, on fera Midelt-Tanger. Voilà. Donc, l'idée étant de faire une traversée complète d'Essaouira à Tanger. Donc, ça, c'est une grande nouveauté. Donc, elle partira le 15 avril 2023. Le 15 avril 2023 pour cette première partie de 3 mois, qui peut être rejointe, comme pour la grande traversée du Népal ou d'autres voyages comme ça que vous connaissez chez nous, sur des étapes. Hein, c'est-à-dire qu'on aura… Au total, il y a 6 étapes. 6 étapes. 6 étapes qui varient entre 2 et 3 semaines. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas partir aussi longtemps, avec Pierre Martin, toujours, on a décidé de développer un trek sur le Haut Atlas par les crêtes. Donc, c'est un trek de 15 jours, 10 jours de marche, avec des étapes de 5 à 6 heures de marche.
et qui nécessite des passages avec des cordes certaines fois, mais des très belles vues aussi. Donc, un très beau parcours tout autour de l'Atlas. Donc là, on ne redescend en fait jamais dans la vallée, Voilà. parce que la plupart des treks, on passe des cols, et donc on redescend dans la vallée, on retrouve les mules et tout. Ça veut dire qu'on laisse les mules. En gros, on est entre humains, on va dire, sur les crêtes, et on retrouve quelques jours plus tard. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a du portage aussi. Voilà, donc quelque chose d'engagé, de très rare. On propose donc à partir de, j'imagine, juin, non? C'est de juin à septembre. Oui. Juin à septembre. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui veulent partir l'automne, on va développer un nouveau voyage, la caravane de Merzouga. Donc là, c'est toujours une randonnée chamalière et toujours de 5 à 6 heures de marche par jour. Et le désert là-bas, il est avec des dunes de couleur orange et jaune. Et c'est un voyage qui est programmé de octobre jusqu'à fin mars, début avril. Voilà. Donc voici nos nouveautés pour le Maroc. Oui, parce que le Maroc, donc l'hiver, est merveilleusement doux, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de dunes, à l'image de ce qu'on a vu évidemment en Algérie ou en Tunisie, sauf sur la vallée du Dra, donc qui est un programme que l'on propose, l'Erg Chegaga, qui est au sud de la vallée du Dra, et donc là maintenant Merzouga, qu'on connaît depuis évidemment longtemps, mais où, compte tenu du fait qu'on a passé nos programmes en 15 jours, ça lui redonnait du sens, d'aller jusque là-bas, puisqu'on est plus à l'est. Et donc, on finit avec Madame Mauritanie. Mauritanie. Donc, l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'accompagner la grande traversée de la Mauritanie du nord au sud. On a parcouru 580 km à pied, excusez-moi, sur 40 jours, 35 jours de marche. Donc, c'était des étapes de 6 heures de marche par jour, ce qui nous faisait du 15 à 20 km par jour. Et on a décidé de descendre du nord au sud pour avoir le vent dans le dos, car pendant une semaine, on a eu des fortes rafales de vent, mais ça ne nous a pas empêché de toujours progresser et d'atteindre notre objectif, qui était jusqu'à Bouti-Limit. Excusez-moi, j'ai oublié de vous rappeler, nous sommes partis de Chinguetti. Donc Chinguetti, qui est une ancienne ville sainte de l'islam. Et nous sommes descendus jusqu'à Bouti-Limit, où on rejoignait tous les 2 ou 3 jours des puits pour être ravitaillés en eau. Et une fois arrivé à Bouti-Limit, on a eu droit à une grande fête, car pour l'histoire, c'était une ville d'un cheikh. C'était d'un cheikh qui avait rétabli la paix entre les différentes tribus de morts à une certaine époque où les différentes tribus se battaient, on peut dire, dans tout le désert mauritanien. Donc, on a eu droit à une grande fête et une grande émotion à notre arrivée. Donc là aussi, on va vous passer un petit film bien plus court qui va remontrer des images de cette traversée. Qui dure combien de temps? Il dure même pas 30 secondes. Moins d'une minute. Voilà. Je repartage mon écran optimisé pour plus de vidéos. Je partage. Présentation. C'est où? Active maintenant l'écran. C'est trop court. Bon, si on fait ça, a priori, on est toujours bon là, ouais. Oui. Donc, comme vous avez pu voir sur les images, ce qui était très beau durant cette expédition, c'est qu'on avait 14 chameaux avec nous. Donc, on avait vraiment l'esprit grande caravane avec nous. Donc, durant 35 jours, une belle expédition. Et qu'on a décidé de reprogrammer cette année de novembre à décembre. Pour le moment, nous avons 2 inscrits. Donc, si certains sont intéressés par ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, pour la prochaine saison, Point Afrique a décidé de remettre en place des rotations aériennes pour aller de Paris à Attar. Mais ils ont décidé de mettre en place à partir du 17 décembre pour les vacances de Noël. Car comme la plupart des vols,
Ce vol aussi Paris-Qatar a subi les conséquences de la hausse du pétrole. Donc, pour cette nouvelle saison, on va mettre en place Pardon, juste sur les vols, donc du coup, ils sont plus chers, quand même, d'ordre de 200 €, on va le dire. Oui. Donc, on les achète 200 € de plus que l'année dernière, l'année dernière. Oui. Et puis, le fait que ça commence le 17 décembre, enfin que la saison soit plus courte dans les charters à tard, fait qu'on peut tout à fait imaginer qu'un atterrir à Nouakchott n'importe quand. Hein. Oui. Et donc, mais bon, évidemment, la plupart des voyageurs préfèrent atterrir à tard, surtout quand c'est pour une traversée, ou c'est pour un trek, on va dire, plus ou moins court une semaine, on ne les fait plus, mais d'une quinzaine de jours. Ça permet d'être tout de suite sur le terrain. Mais la grande traversée, on atterrit à Nouakchott, puisqu'en fait, on finit à Nouakchott. Et voilà. Donc, si vous êtes un petit groupe ou si vous avez très envie de partir hors saison point Afrique, c'est tout à fait possible par Nouakchott. Oui, tout à fait. Donc, pour la nouvelle saison, on a décidé de mettre en place 2 nouveaux voyages. Un sur 3 semaines qui est sur une traversée de l'Adrar. Donc, toujours, on partirait de Chinguetti et on fera un tour de toute l'Adrar qui est une zone vraiment très variée entre des règues et des ergues et toujours une randonnée qui sera chamelière. À partir de Ouadane, je crois. C'est ça, c'est Ouadane. La traversée de l'Adrar, c'est de Ouadane jusqu'à Chinguetti, puis Amatlich. Puis Amatlich, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on a décidé aussi de mettre en place un 15 jours qui part de Ouadane pour aller jusqu'à Tergit, qui est là, il me semble. Tergit, c'est de ce côté. Tout à fait. Tergit, c'est après Chinguetti. Voilà, Chinguetti, Tergit va être là. Voilà. Quand Amatlich va être plutôt ici. Donc en là, fait, ça fait une espèce de… Voilà. C'est ça. Ouais, et ce serait une randonnée de 4 à 5 heures de marche par jour. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur la Mauritanie. Sur la Mauritanie, c'est bon. Oui. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour assez rapidement donc, du Sahara. Donc maintenant, écoutez, on est ouvert à vos questions. Voilà. Alors, on a une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment, donc on les prend un peu au fur et à mesure. Donc, il y a une question effectivement sur la zone rouge pour le MAE. Quelle est la position de Tamera sur cette question? En fait, la position de Tamera sur cette question, elle est de 2 ordres. Elle est d'un ordre opérationnel, terrain, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez confiance dans la zone pour y aller quand même, et puis une autre qui est liée à l'assurance, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut que les assurances, annulation, mais ça, a priori, si c'est de l'annulation, ça veut dire que c'est avant de partir, mais surtout l'assistance soit possible dans la zone en question. Donc, comme je disais, jusqu'à Orange, il n'y a pas de souci d'assurance. Et encore une fois, ça dépend de la confiance qu'on a dans la zone dans laquelle on va. Et il faut qu'on ait une confiance absolue. Pour moi, une confiance absolue, c'est qu'on peut y aller avec nos enfants. Voilà. Si on estime qu'on peut y aller avec nos enfants, ça veut dire qu'on peut envoyer nos clients sur place. Donc, c'est le cas pour le Grand Sud algérien et en particulier la région de Djanet. Tamanrasset est une plus grande ville, donc un tout petit peu plus compliqué à contrôler. Mais bon, il n'y a quand même pas beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi on ne pourrait pas faire de trek sur la Takor vers la Sécrème quand même. Mais en attendant, là, la difficulté, elle est technique, elle est de mise en œuvre et c'est la raison pour laquelle on n'y va pas. Donc, on est assez confiant, enfin même totalement confiant sur la région de Djanet, avec une limite aussi qui est que malheureusement, on ne peut pas faire tout le nord du plateau de Tassili Nadjer. On a la possibilité de passer une journée donc, sur Djebar et Safaren, donc ce plateau d'art rupestre qui est juste au-dessus, là, au nord de Djanet. Et puis, on a ces 2 grands axes, à l'est vers la Tadrart, à l'ouest vers Dider et Sendilen, voilà, qui sont totalement safe. Donc, on y va. Donc, on y va. Côté assurance, on a une assurance qui couvre cette zone. Bonjour, c'est Algérie, Djanet n'est pas en zone rouge, si. Voilà, c'est la même question sur la zone rouge de Djanet. À part la zone rouge de Djanet, c'est-à-dire du Grand Sud algérien, il n'y a pas beaucoup de zones rouges. Il y a éventuellement le voyage aussi qu'on fait à Socotra, donc qui est au large du Yémen, vous savez. qu'on relance parce qu'il y a beaucoup de demandes sur octobre-novembre. Voilà, mais on est à Socotra, on n'est pas à Sana. Une question de Catherine. Quelles sont les températures diurnes au Maroc d'avril à juin? Et quelle est la meilleure période pour éviter les grosses chaleurs pendant la journée?
Donc, on peut dire que les températures d'avril à juin elles vont être autour de 20 degrés la journée et 15 degrés, 10 degrés la nuit. Et la meilleure période, ça va être d'octobre à janvier. Oui. Oui, alors bon, Ouais. c'est un peu plus que ça quand même, parce que là, Ouais. on parle d'avril. Avril, on est déjà Ah oui, avril. à la fin de. Disons que tous Ah ces non, oui. déserts, c'est dur, hein, c'est ça. Donc, Hmm. tous les déserts sont des plateaux, en gros, qui sont en général entre 700, 800 et 1500 mètres. Et donc, du coup, on est en altitude, au-delà du fait que c'est continental. Bon, alors un peu moins pour le Maroc que pour l'Algérie, mais bon, ça reste quand même continental. Donc enfin, ça veut dire que l'hiver, en gros, bah, ça peut descendre à zéro, hein, en particulier en Algérie, au Maroc, un peu moins, peut-être 4-5. Et puis l'été, on est à 50-60, quoi, au mois d'août. Moi, j'ai vu du 57 justement vers l'air chez Gaga au mois d'août. On me demanderait ce que j'étais allé faire là-bas, mais justement, c'était pour voir s'il faisait chaud. Non, puis il y avait 2-3 choses à regarder. Donc, voilà, donc d'avril à juin, ça veut dire qu'avril, ben oui, enfin, avec le dérèglement climatique aussi, c'est encore moins évident de donner les choses avec beaucoup d'assurance. Mais au mois d'avril, on est plutôt à 30 degrés quand même pendant la journée, et ça va monter à 40 probablement 45 en juin, quoi. C'est pour ça que nous, on arrête la saison de toute façon à mi-avril, hein, dans le désert. Tassier Nageur, pourquoi êtes-vous à peu près les seuls à faire le Grand Sud algérien? Les autres opérateurs n'ont pas repris. Ben ça, c'est un peu. Donc, la question d'Yannick, c'est pourquoi est-ce qu'on est les seuls à partir dans le Grand Sud algérien et pourquoi les autres opérateurs n'ont pas repris? Ben, c'est un peu l'histoire de Tamera et de Secret Planet dans son ensemble. Secret Planet complétant Tamera d'Expedition Limited où on fait des 8000 et des 7000. Sur les 8000 et 7000, on est les seuls aujourd'hui sur le marché français. On fait partie des 15-20 sur le marché mondial, si je puis dire, des opérateurs d'expédition. Pourquoi? Ben parce que ça rapporte sûrement pas assez d'argent. Il y a un peu de risque, un peu plus d'emmerde, si vous me permettez le terme, et que les opérateurs qui sont pour la plupart tous beaucoup plus gros que nous, estiment que ça ne vaut pas la peine de s'embêter pour gagner peanuts. Voilà. La réponse, elle est aussi simple que ça. Bon, après, il y a peut-être aussi des histoires de questions d'assurance, mais enfin, tout se trouve. Nous, on va trouver le sujet. Par exemple, en zone rouge, on a une assurance qui le permet. Ce n'est pas nécessairement notre assurance standard qu'on va prendre pour le Népal, par exemple. Et c'est vrai que le Népal, dès qu'on dépasse 6000 mètres d'altitude, c'est plus non plus la même. Donc, il va falloir avoir une réponse à chacun des cas de figure que l'on propose. Donc, voilà pourquoi on est à peu près les seuls, effectivement, à y aller. Donc, Catherine, oui, c'était votre question était en deux volets, parce que la deuxième partie est arrivée après la question à laquelle je viens de répondre, mais je crois que j'ai répondu, c'est-à-dire sur les températures au Sahara en général, la saison saharienne s'arrête quand même fin mars, début avril. On a fait partir des groupes, des groupes constitués, fermés, privatisés plus tard, mais parce que voilà, ils n'avaient pas le choix, c'était les dates et ils étaient prévenus qu'il pourrait faire chaud. Bon. Donc, en général, quand même, mi-avril, c'est terminé et on estime que fin mars, début avril, on a fait à peu près le tour. Ensuite, on a une question équipement de Marianne. Malgré plusieurs voyages dans les régions désertiques, je n'ai jamais trouvé le combo chaussures-chaussettes idéal. Que conseillez-vous? Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est les sandales de désert. J'ai bien apprécié durant la traversée en Mauritanie. Ça évite à ce que le sable rentre dans les chaussures et qu'on attrape des ampoules. Donc, oui, Avec des chaussettes, hein, essentiel. Oui. Sauf pour ceux qui ont des pieds. Ça évite les coups de soleil aussi. Oui, et puis que le sable est extrêmement abrasif, oui. et que pour des gens qui ont le pied, on va dire, soft, quoi, doux, et ben, au bout d'une journée, c'est devenu du papier de verre, et autant vous dire que vous souffrez le martyre, quoi. Donc, voilà, il y en a qui marchent pieds nus, hein, bien sûr, mais pour nous, petits occidentaux habitués à nos tapis moelleux, il vaut mieux avoir des chaussettes avec ses sandales.
Et sinon, quand c'est un désert tacilien, ben là, c'est du trek comme du trek en montagne. Hein. Donc, moi, je considère qu'il faut plutôt des chaussures de trek, bien même des chaussures de trek montantes. Ouais, exactement. Quoi dire sur le Tchad? Qu'en est-il du Tchad? Alors, le Tchad, pareil, c'est une région qu'on n'est pas très nombreux à proposer. Nous, d'expérience, on a un départ tous les ans qui se fait sur l'Enedi, en général au mois de janvier, parfois un autre au mois de février, peut-être parfois un au mois de décembre. Enfin, donc, en général, c'est 1 à 2 départs sur l'Enedi. On a proposé des choses très belles du côté des lacs du Nyanga, du côté de l'Emikoussi, donc plus au nord. Et c'est vrai que ça part rarement. Pourquoi? Parce que c'est assez cher, c'est que du véhicule. La logistique tchadienne est quand même assez onéreuse. Et donc, ce ne sont pas des voyages, qui ressortent, je dirais, plutôt à bas prix. D'ailleurs, le Sahara, globalement, enfin, vous le noterez, a tendance à augmenter parce que les vols augmentent, parce que tout augmente, notamment l'essence aussi sur place. De plus en plus difficile de trouver des guides parce que pendant le Covid, ils sont tous partis ailleurs. Enfin voilà, donc tout devient plus rare. Et donc, ce qui est rare est cher. Donc, le Tchad, c'est le cas. Donc, du coup, du coup, compter sur 1 à 2 départs sur l'Enedi, le principal étant en général début janvier, parce que c'est la période tout de même idéale. Côté comment dire, sécurité, bon, ben, en général, c'est la bonne période. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette webconférence à ce moment-là. C'est la bonne période pour parler de sécurité parce qu'on a une vision un petit peu géopolitique. Bon, et puis si les choses changent, eh ben, elles changent. Mais a priori, le Tchad est partant là pour cet automne-hiver jusqu'à nouvel ordre. Donc, départ janvier, Enedi. Voilà, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Marie Bourselot, mon rêve est de voir un jour les dunes du Ténéré. Pensez-vous que je pourrais le réaliser un jour? Les dunes du Ténéré, en fait, c'est ce qui est au sud, en fait, ce qui est au sud c'est le sud du Grand Sud algérien, quoi. Donc quand vous êtes, par exemple, entre Djanet et Saint-Dilène et Dider, donc à l'ouest, et ben, au sud, vous avez le Ténéré, donc le Ténéré qui s'ouvre à l'infini. Et pareil, quand vous êtes en transfert pour le coup, entre Djanet et la Tadrart, côté libyen à l'est, et ben, au sud, c'est le Ténéré que vous avez à votre droite quand vous allez vers la Tadrart. Et on s'y arrête bien sûr un peu, mais c'est vrai que on va vers la vache qui pleure, là, qui est à la limite du Ténéré, mais donc Ténéré, c'est le grand désert, quoi. Donc, vous pouvez le voir en allant à Djanet. Donc, une question de Florent. Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'eau pour la toilette pour les bivouacs? Oui, il y a un peu d'eau pour se laver un peu le visage et pour se brosser les dents. Parce que nos équipes sur place ont des grandes jerrycans de 50 à 60 litres d'eau. Donc, oui, pas de souci pour une petite douche. Non, pas une petite douche, une petite toilette, mais raisonnablement. Voilà, cherchez le mot. Voilà, écoutez, il n'y a pas d'autres. Ah si, je crois qu'on a répondu là aux questions qui étaient dans le chat. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser maintenant, ou sinon, de toute façon, vous pouvez nous contacter, Thibaut ou moi-même, évidemment, pour avoir toutes les réponses à vos questions. Et donc, globalement, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que il y a ces 2 grandes traversées sahariennes sur lesquelles on a beaucoup travaillé et donc dont une est partie, c'est la grande traversée à laquelle tu as participé en Mauritanie, du nord au sud. Donc l'idéal serait de trouver 2 participants de plus et elle est bien partante. Oui. Et puis on a cette grande traversée du Maroc qui là va être quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas qui l'a réalisé jusque-là, enfin, sûrement des individuels, mais dans le cadre d'un voyage d'aventure, je ne suis pas certain qu'il y en ait eu beaucoup. Et donc, pour ceux qui ont 3 mois à partir donc, de mi-avril. Du 15 avril au 15 juin, oui, sur 85 jours. 15 avril, 15 mai, 15 juin, ouais, c'est ça. 10 juin. Ça fait 15 avril, 15 mai, 15 juin, ça fait 2 mois. Donc 15 juillet sûrement.
Oui, 15 juillet, oui, c'est ça, pardon. 3 mois. Oui, excusez-moi. Hein. Donc du 15 avril au 15 juillet. Et puis le Maroc aussi, donc avec cet itinéraire très rare, donc par les crêtes, donc sur le Haut-Atlas, mais ça c'est pour l'été prochain. Et puis l'Algérie, donc qui vous attend avec des vols accessibles. La Mauritanie, pareil. C'est ça. La grande traversée de la Mauritanie du nord au sud est du 12 novembre au 23 décembre. Donc presque dans moins de 2 mois maintenant. Ouais. Écoutez, merci à tous de votre présence. Vous étiez quand même assez nombreux ce soir, comme souvent pour ce sujet du Sahara. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez quelques questions que ce soit. Merci Thibaut. Merci Eric. Et à Au plaisir. bientôt. Au revoir. Allez, au revoir.